Le meilleur moyen de lutter contre la noyade, c'est d'apprendre à nager. Mais là se posent 2 problématiques. Est-ce que tout le monde a accès à un bassin? Et est-ce qu'on y va suffisamment longtemps, suffisamment souvent, suffisamment régulièrement pour apprendre à nager? Bonjour et bienvenue sur Swim Smart. Je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et maître nageur sauveteur. Et tu écoutes Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation, sortir de ce fameux palier de stagnation. Et aujourd'hui, lance le lancement d'une série particulière. Samedi 25 juillet dernier, j'étais en live sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch pendant 10 heures. De 8h à 18h, se sont succédés à mon micro des invités de prestige. Le point commun, intérêt, d'œuvrer pour lutter contre les noyades. C'est notre mission de service public, c'est une mission de service public et c'est le point commun entre tous les acteurs que j'ai eu samedi dernier. Et je peux te garantir que ces acteurs-là sont les acteurs majeurs du secteur aquatique. Les acteurs majeurs des piscines, des centres aquatiques, des clubs, etc. Évidemment, on va commencer avec lui. Je ne pouvais pas commencer par un autre que lui. Lui, c'est un collègue. On a travaillé ensemble en 2015. On en parle un petit peu pendant l'interview. Mais c'est surtout, tu le connais, il est champion olympique, recordman du monde. Il est champion du monde. Enfin, son palmarès, si je te le dis, je vais passer tout l'épisode à le faire, donc je ne vais pas le dire. Aujourd'hui, il est vice-président du Cercle des nageurs d'Antibes. J'accueille Alain Bernat. Alain Bernat, forcément, je suis fan, je le regardais quand j'étais petit, forcément, c'est une de mes idoles et c'était mon objectif, c'était ma cible pour fêter les 2 ans de Swim Smart qui arrivent le mois prochain. On fera autre chose, j'ai déjà des idées en tête, inscris-toi à la newsletter pour en discuter, pour avoir la primeur de ce qu'on va faire. Mais d'abord, écoute cet épisode passionnant, 25 minutes juste avant un mariage qu'il allait célébrer. 25 minutes où on parle justement de ces problématiques. Lutter contre la noyade, c'est très bien, mais pour ça, il faut apprendre aux gens à nager. Mais comment ils font quand le bassin est loin? Comment ils font quand ils n'ont pas assez de temps pour apprendre à nager? Bah justement, on parle de ça. On parle des associations qu'il défend, qu'il parraine. On parle des projets qu'il défend, comme les bassins essentiels dont il va te parler plus en détail, mais tous les liens sont dans la description. Et si toi, tu n'as jamais été à l'aise dans l'eau, ou si tu connais quelqu'un qui n'a jamais été à l'aise dans l'eau, il y a des pistes, il y a des explications. Et tu comprends que c'est pas de ta faute, tu comprends que c'est la faute de personne, c'est un système et c'est des éléments à prendre en considération et sur lesquels on peut agir. Et justement, dans le brief Swim Smart, tu peux t'inscrire sur www.swimsmart.fr/inscription-brief. Le lien est en description également. On évoque ça jour après jour. Chaque jour, je t'envoie un conseil concret pour reprendre le contrôle de ta natation, sortir de ta stagnation et enfin être à l'aise dans l'eau, enfin savoir quoi nager. Je ne vais pas aller plus loin en dehors de te dire qu'il faut partager ce genre d'épisode. C'est plus on parlera de ce genre de problème, plus on parlera de ces sujets, plus la lutte contre la noyade sera présente. Et je te rappelle que c'est une mission d'intérêt public. Encore un immense merci à Alain Bernard qui, dès que je lui ai évoqué le sujet, a tout de suite dit oui, était tout de suite partant. Encore merci à tous les autres invités de ce live qui vont venir et qui vont plonger dans tes oreilles au fil des épisodes. Je te souhaite une excellente écoute, une excellente journée. Nous, on se retrouve très vite dans la newsletter dès demain ou tout le reste de l'été. Je te souhaite une belle journée. C'est parti. C'est un grand plaisir d'avoir le prochain invité. Va falloir qu'il trouve une solution parce que l'objectif, c'était de l'avoir pour fêter les 2 ans du podcast qui sont dans un mois. C'était pas pour l'avoir maintenant, mais je l'ai maintenant, donc on en profite quand même. Bonjour, monsieur Alain Bernard. Comment vas-tu? Ça va très bien. Comment se passe ton marathon, Théo? Ça va très bien, hein, ça va très bien. On enchaîne la 7e heure. Prends ton verre d'eau. Vas-y, je ne te coupe pas parce que tu dois avoir soif, tu dois beaucoup parler, tu dois beaucoup écouter. Mais tout d'abord, bonjour à toutes et tous, celles qui nous voient en direct et celles qui nous regarderont en replay. Et avant tout, félicitations pour cette superbe initiative. Voilà, j'ai très bon souvenir de toi qui était intervenu sur mes stages il y a quelques années. Et je suis un petit peu ton actualité. Et voilà, je me suis dégagé du temps pour faire un petit coucou. Je resterai moins d'une heure, mais enfin, je resterai une vingtaine de minutes, mais avec grand plaisir, Théo. C'est ça parce que, alors déjà, je change de casquette parce que j'ai la casquette des stages Alain Bernard Oh là encore. là.
Donc, qui date de 2015, voilà. Donc, je la ressors quand même. Mais oui, Je elle est l'ai sorti vintage. du placard. Bah oui, et c'est collector. Et juste avant, ça commence à dater maintenant. À 10 heures, j'ai eu Lauriane qui a été aussi, Oui, qui a intervenu sur tes stages. Donc voilà, c'est tout un petit monde. le monde Donc est petit. c'était marrant de voir cette synergie entre les différents acteurs. Parce qu'il y a eu Lucas aussi qui te passe le bonjour, Lucas Commange de Lucas Ah Pro oui, Natation. bien sûr. Voilà, enfin, de toute façon, forcément, les acteurs de la natation, forcément, ont un lien direct ou indirect avec toi. J'ai mis mon réveil pour te voir nager. Et donc, c'est un grand plaisir. Alain Bernard, il n'y a pas besoin de te présenter normalement, mais au cas où, est-ce que tu peux te présenter très brièvement pour ceux Oui, qui alors ne connaissent écoute, pas bon, je ne encore? change pas de casquette, pourtant j'en ai beaucoup, beaucoup de casquettes. Là, pour ne rien te cacher, je suis dans une salle attenante à la mairie, puisque dans 30 minutes, je vais officier des mariages. Donc, je suis adjoint à la jeunesse à la ville d'Antibes depuis 2020. Et parmi mes différentes casquettes, je suis aussi vice-président du Cercle des nageurs d'Antibes. Et aujourd'hui, je milite et je prospecte pour qu'il y ait un maximum de piscines, de solutions pour apprendre à nager et lutter contre les noyades, d'où ma présence avec toi et vous toutes et tous aujourd'hui. Mais voilà, pour revenir sur mon parcours, j'apprends à nager à l'âge de 4-5 ans à Aubagne. À 15 ans, je rejoins le Cercle des nageurs de Marseille pour m'entraîner 2 fois par jour. Ensuite, je fais mes premières équipes de France assez tardivement. Première équipe de France A en grand bassin, c'était qu'en 2006. Donc j'avais déjà 23 ans. En 2008, c'est un peu l'année du Grand Cru classé avec 3 médailles au jeu, 6 records du monde de battus dans ma carrière et une deuxième participation au jeu et quelques podiums et médailles européennes et mondiales entre les deux. Et depuis 2012, voilà, je suis retraité des bassins et aujourd'hui, je me définis un petit peu comme consultant sportif et entrepreneur en fait, parce que je suis apporteur d'affaires sur des solutions notamment de caméras, d'analyse vidéo, mais aussi de piscine pour répondre à ce maillage territorial. Moi qui ai appris à nager dans une petite piscine tournesol des années 70, beaucoup de nageuses et de nageurs qui font partie de l'équipe de France, on a appris à nager, on a connu cette passion très proche de chez nous. Et on a appris à évoluer dans l'eau, à se fixer des objectifs toujours plus ambitieux. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai la chance d'avoir cette image, si je peux me permettre, qui me suit et de la mettre au profit d'une noble cause comme l'apprentissage de la natation. Ben voilà, j'essaie de trouver aussi des solutions un petit peu à tout ça. Oui, alors le timing est lancé vu que tu as un mariage. Je ne sais pas si tu auras l'occasion, mais si les mariés sont fans de natation, je leur propose un abonnement gratuit à Swift Smart Premium. Voilà, je te laisse Eh faire ben, le lien merci, si jamais ça les intéresse. Et voilà, ça sera mon je cadeau de mariage transmets. avec grand plaisir. Plus sérieusement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prévention de la noyade. Toi, c'est une journée qui résonne, qui est particulière ou pas? Bien sûr, bah, alors c'est bien qu'il y ait déjà une journée qui soit dédiée à ça, mais il y a vraiment un enjeu et on constate et on assiste à une recrudescence des noyades aux premières chaleurs chaque année. C'est un peu le même discours, c'est les médias qui relaient les mêmes tristes informations avec des noyades en milieu naturel, en mer, lac, rivière et dans des milieux des particuliers, dans des piscines. Il y a bien trop de drames qui subviennent. Donc oui, c'est quelque chose d'important et donc encore une fois, grâce à des personnes comme toi qui permettent de réunir différents parcours, différentes expertises, de sensibiliser un maximum de personnes. En tout cas, voilà, moi j'essaie de jouer la carte un petit peu de relais et d'ambassadeur, même si j'essaie à la fois d'être dans l'opérationnel, c'est assez compliqué de répondre projet par projet à des appels d'offres. Et voilà, c'est pas faute d'avoir parlé d'un concept de piscine auprès des différents ministres des sports, auprès du conseiller sport de l'Élysée, de l'Agence nationale du sport, pour essayer de faire bouger les choses d'un point de vue étatique. Mais c'est pas facile, mais c'est pas grave, ça me décourage pas. Je pense que j'ai fait des choses bien plus compliquées dans la vie, et là, je trouve énormément de sens à faire ça. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Là, je viens de raccrocher avec Anne, journaliste qui a appris à nager à 60 ans. Après, près de toi, il y a Mélinda Guéry qui sera là, qui est maître nageuse Ah et oui, je la connais très bien, Mélinda, oui. qui te passe le bonjour. Et après, il y a Cindy qui a traversé la Manche. Et on voit bien que tous, tous ces acteurs, dès que je leur ai dit, ah, je fais un truc pour sensibiliser, tout le monde a dit oui tout de suite. Et après, c'est posé la question de bah, comment je fais pour être disponible. Et ça montre l'importance du sujet et la gravité du sujet, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on en parle souvent sur cette période estivale. Les médias relaient énormément cette problématique. Alors là, ce qui fait l'actualité, c'est tout aussi triste et dramatique. Ce sont les grands incendies qui sont un petit peu partout aux quatre coins de la France. Mais ce constat des noyades, il est malheureusement sur une pente douce, limite à la hausse, en fait, avec à peu près 1 300 1 400 noyades par an, donc 400 à 450 sans suivre de décès. Il faut bien rappeler que c'est la première cause de mortalité chez les moins de 12 ans et que, bien sûr, il y a des effets, parfois des effets climatiques, des effets de mer, etc., qui sont des causes aggravantes. Mais encore une fois, le meilleur moyen de ne pas se noyer, c'est d'apprendre à nager. Ce qui est complètement contradictoire dans cet écosystème et ce sur quoi on s'est habitué depuis les années 70, c'est qu'on s'appuie sur l'éducation nationale pour permettre à nos enfants d'apprendre à nager. Et l'éducation nationale, elle, s'appuie sur les infrastructures des collectivités. Malheureusement, on assiste aussi à une fermeture des bassins où à l'époque, quand on avait 3 petites piscines sur un territoire, aujourd'hui on a un grand équipement qui est porté par une intercommunalité, par une communauté de communes, une communauté d'agglos, mais qui augmente finalement le temps de trajet des élèves pour apprendre à nager, aller à la piscine du moins. Et puis, au-delà de ça, il y a un triste constat, c'est le temps passé en 1 heure de temps de séance. En fait, c'est vraiment, grosso modo, entre 40 et 45 minutes effectives où les enfants sont dans l'eau. Ils passent que 17 à 20 minutes à construire leur capacité motrice. Et là, je pense qu'il y a un véritable enjeu d'optimisation, je pense, sur cet apprentissage de natation, notamment grâce au plan d'aisance aquatique, sur lequel j'ai eu la chance d'être associé par Roxana Maracineanu, qui était vice-championne olympique et ministre des Sports, qui a fait beaucoup de choses là-dedans. L'aisance aquatique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je rappelle en 2 mots, ça permet à des enfants de 4 à 6 ans de se sortir d'une situation dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'on leur apprend à nager, mais on leur fait prendre conscience que leur corps peut flotter et qu'ils ne vont pas couler au fond de l'eau, contrairement aux idées reçues qu'ils peuvent avoir. On les apprend à s'immerger sous l'eau et remonter avec l'air qu'ils ont gardé dans les poumons et faire quelques mètres pour rejoindre le bord et se mettre en sécurité. Et ça, il y a 2 façons d'y arriver sur ces formats d'aisance aquatique. Il y a ce qu'on appelle les stages bleus ou les classes bleues. L'enjeu, c'est de mettre les enfants 2 fois dans l'eau dans la même journée durant 1 semaine. Et je prends souvent l'exemple de l'apprentissage du ski. Celles et ceux qui apprennent à skier, en fait, imagine, tu vas au ski le lundi matin, tu skis 17 minutes et tu attends 1 semaine pour refaire 17 minutes et encore 1 semaine. Donc certes, au bout de 8 à 10 semaines, tu sauras un petit peu mieux skier que le premier jour, mais tu ne seras pas forcément extrêmement à l'aise. Et donc, c'est pour ça que ça nécessite finalement une accoutumance, une présence dans l'eau continue pour que chacune et chacun trouve son équilibre. Sur Terre, on s'y entraîne depuis l'âge de nos 1 an à peu près. Quand on apprend à marcher, on s'entraîne tous les jours à cet équilibre. Au début, on trébuche, on se relève, on rate une marche, on se prend les pieds dans le tapis, on retombe, on se relève et on remarche tout de suite. Eh bien, pour trouver cet équilibre dans l'eau, il faut passer énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas prendre de raccourci là-dessus. On peut pas prendre à nager allongé sur une chaise ou sur un banc. Il faut sentir son corps dans l'eau et pour cela, il faut des infrastructures, il faut des bassins, il faut de la pratique. Et justement, je trouve que c'est une problématique qu'on a dans le secteur, dans le milieu, c'est qu'on parle très bien à ceux qui viennent dans nos piscines, et c'est très bien, il ne faut pas arrêter ça, mais qu'on ne parle pas peu, voire pas du tout, à ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Et c'est plutôt à eux, au contraire, qu'il faudrait penser en premier, parce que c'est eux qui vont découvrir l'eau à 16, 17, 18 ans, sans avoir tout le bagage en amont de apprendre à nager à la piscine. C'est pour ça que moi, je milite pour qu'il y ait un maximum d'infrastructures. Et on parle de mètres carrés d'eau par habitant. Les chiffres idéaux, en fait, nous donnent une tendance pour avoir à peu près, allez, on va dire 1 mètre carré d'eau pour 10 000 habitants. Le constat aujourd'hui en France, c'est 1 mètre carré d'eau pour 17 000 habitants. Donc, on a grosso modo entre allez, 400 et 600 bassins qui manquent pour répondre à ce maillage territorial, pour répondre à ce prérequis d'apprentissage de la natation. Et c'est pour ça que je milite en effet pour celles et ceux qui ont des moyens, qui sont issus d'une famille plutôt aisée ou d'autres familles plutôt modestes. Je pense que tout le monde doit avoir la même chance. Et c'est la force de notre système et de notre République, c'est de donner la chance à tout à chacun de pouvoir s'exprimer dans la vie.
Quelqu'un comment dire, qui n'a pas forcément énormément de moyens financiers peut se permettre de faire de grandes études et une grande carrière derrière. On n'est pas du tout sur le modèle anglo-saxon où finalement, si on n'a pas de moyens financiers pour financer des universités, des grandes écoles, etc., eh bien, il y en a qui sont déjà qui restent sur le bord de la route. Et la force de notre République, la force de notre système, c'est de permettre à tout à chacun d'avoir les mêmes chances, en fait, d'aboutir aux mêmes objectifs dans la vie. Alors, ça marche pour les études, mais ça marche bien évidemment pour la natation. Et c'est pour cela que je milite pour des bassins. En 2 mots, en fait, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais on essaie de se faire connaître aussi. Notre concept de piscine essentielle, c'est une piscine qui se veut ventilée naturellement. C'est-à-dire que c'est une piscine hors sol qui est couverte, protégée du vent, protégée de la pluie, mais qui n'est pas fermée hermétiquement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui coûte très cher dans une piscine, c'est chauffer l'eau, traiter l'eau, mais c'est aussi chauffer l'air et traiter l'air. Il faut savoir qu'il y a des normes imposées par l'ARS qui imposent de recycler jusqu'à 4 fois le volume total de l'eau en 1 heure de temps, en cas de fréquentation maximale instantanée. Donc, je te laisse vite faire le calcul. Un bassin 25 mètres, 4 couloirs, 1,30 m de profondeur, ça fait quand même pas mal d'eau. Un bassin de 50 mètres, encore plus. Et pour l'air ambiant dans une halle de bassin, il faut le faire 5 fois par heure. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'extraire l'air, le déshumidifier, le réchauffer et le réinjecter dans la halle du bassin 5 fois dans sa totalité par heure. Et ça nécessite beaucoup de centrales de traitement d'air, beaucoup d'électricité. Et nous, on a pensé un modèle de piscine qui soit plus éco-responsable, en fait, j'ai envie de dire, où les baigneurs se mettent à l'eau depuis un petit chenal d'accès, depuis les vestiaires, dans une zone chauffée, hermétique, fermée, etc. Ils font leur séance dans l'eau qui est chauffée à 27-28 degrés, comme la plupart des piscines, sauf certaines collectivités qui ont décidé de baisser la température. Mais pour moi, je pense que c'est une grosse bêtise, parce que quand on baisse de 1 ou 2 degrés une piscine, c'est pas du tout comme quand on va se baigner en mer qui fait 22-23 degrés, 23-24 degrés, ne serait-ce qu'en piscine, ça paraît très, très froid. Et du coup, en fait, grâce à ce modèle-là, ça permet de réduire les coûts, non seulement d'investissement, mais les coûts d'exploitation. Et on va avoir la chance de pouvoir faire l'inauguration de ce premier modèle de piscine qui verra le jour en tout début 2027 en Bretagne. Donc, je ne sais pas s'il y a des Bretons, des Bretonnes ou des Bretons qui nous écoutent. C'est du côté de Pléneuf-Valandré qui verra justement l'avènement de cette première piscine qui est une première française, voire une première mondiale. On n'a pas fait un brainstorming sur tout ce qui se passe dans le monde et qui, je l'espère, pourra donner des idées à d'autres élus de se tourner vers ce type de solution de bassin. On ne prétend pas avoir la réponse à tout, mais on essaye justement de répondre à ce besoin. Voilà. Et tu as la date de l'inauguration? Non, et alors il y a eu un petit peu de retard. Ça aurait dû être entre octobre et novembre. Et puis, comme dans tout travaux et les aléas, des gros chantiers comme ça, c'est un petit peu décalé. Mais on n'a pas encore de date. Mais j'espère pouvoir beaucoup communiquer autour de cet événement-là. Et je te tiendrai bien évidemment informé si ça t'intéresse. Alors, c'est une piscine qui appartient à la municipalité de Pléneuf-Valandré. Et nous, on n'est que des répondants finalement à cet appel d'offres. Mais j'espère qu'ils seront enclins à bien communiquer dessus et j'espère pouvoir, grâce à mon réseau et mon image, finalement, attirer pas mal de médias ou de curieux ou de professionnels du secteur, en fait, pour cette inauguration. Rendez-vous est pris. J'ai du sang breton, donc c'est bon. Je mange du beurre salé. Donc, on a tous du sang breton, non? Historiquement, non, c'est pas ça? Oui. Et je reviens sur ton système, le système français qui aide. J'ai créé mon podcast il y a 2 ans dans ma chambre avec mon téléphone et je suis maintenant podcast numéro 1, natation adulte, à t'avoir comme invité. Donc, c'est bien la preuve que voilà, la France a forcément ses limites, mais elle a aussi de bons leviers d'action, notamment le fait de se dépasser, de tester des choses et de mettre en place des choses. Et justement, tout au long de la journée, on a vu les différents acteurs, on a tous eu le constat commun de se dire c'est important d'intervenir en amont de la baignade pour sensibiliser, mais qu'on avait du mal à mettre tous les acteurs au centre de la table. Toi qui fais le lien un peu entre plusieurs secteurs, de par ta notoriété, de par ton parcours, de par ton expertise, est-ce que c'est un constat que tu fais aussi? Ou c'est que nous, de l'extérieur, qui avons cette sensation-là? Non, non, je pense que le constat, il est réel. En effet, entre les pouvoirs politiques, les acteurs du monde de l'apprentissage et les techniciens associés à ces constructions et ces maintenances de piscines,
Je pense que pas tout le monde ne se parle, ne se connaît de la bonne façon. Alors, il existe des événements de type piscine et sport loisirs, piscine de demain, qui permet de réunir différents professionnels du secteur avec des exploitants, avec enfin des délégataires, avec des personnels du métier de la surveillance et de l'apprentissage. Et puis aussi des institutionnels comme l'ANDES et l'ANDIS, l'Agence nationale des élus du sport et l'Agence nationale des directeurs des sports des villes. Mais pour moi, on reste malgré tout un petit peu trop cantonné à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'un maire qui veut réhabiliter sa piscine ou construire une piscine sur son territoire, et qui sait que c'est un atout vraiment politique sur un territoire, une piscine, hein, faut quand même rappeler, tout le monde, je pense, qui écouteront ce podcast le savent déjà, mais il faut quand même rappeler que c'est le seul équipement qui rassemble 100% de la pyramide des âges, le seul équipement public qui rassemble toutes ces personnes-là, et qui est le deuxième bâtiment le plus énergivore derrière un hôpital. Donc finalement, quand un élu veut faire une piscine ou réhabiliter son centre nautique, eh bien, il va faire appel à ce qu'on appelle un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, en disant, ben voilà, il va lancer un appel d'offres et il y a 2, 3, 4, 5 AMO qui vont répondre, il va en choisir un pour l'aider à faire son programme. Il va dire, et cette personne, cet assistant à maîtrise d'ouvrage va analyser un petit peu les besoins de la collectivité en disant, bon, ben, vous avez un bassin de population de tant de personnes, la tranche moyenne d'âge c'est ça, vous avez tant de scolaires, vous avez potentiellement une activité pour faire de l'aquagym, de l'aquabike, vous avez aussi un tissu associatif avec un club de natation, un club de hockey sous-marin, un club de water polo, j'en sais rien. Et en fait, grâce à ces différents éléments qu'il va recueillir, il va proposer un programme, un cahier des charges finalement à la collectivité. Et ce maire, cette collectivité, cette intercommunalité, va, elle, lancer un appel à concourir en fait à différents architectes qui vont répondre à ça. Et donc, on va répondre avec des critères extrêmement précis. On a besoin d'un bassin de 25 mètres, 6 couloirs, 1,80 m d'un côté, 80 cm de l'autre. On a besoin d'un espace bien-être, d'un espace cardio-training. On a besoin d'un snack, etc. Et en fonction de ce programme-là, ben, les architectes répondent à ces projets. Et c'est là où finalement il manque, je pense, du lien entre les modèles qui existent, qui sont potentiellement industrialisables comme notre modèle de piscine essentielle, qui peuvent coûter moins cher à l'investissement aux collectivités, parce que chaque piscine est unique. À part depuis la piscine des 1000 piscines, enfin le projet des 1000 piscines, chaque projet est unique. Et qui dit unique dit études spécifiques, matériel spécifique, construction spécifique et adaptée. Et pour le coup, ben, ça fait vite monter l'enveloppe. C'est comme si tu commandes 2 bonnets de natation ou tu en commandes 2000, en fait, ben, le prix à l'unité, il va forcément descendre. Alors, c'est sûrement réducteur que la manière dont je le présente, mais c'est une vraie réalité. Donc, pour revenir à ta question de base, en effet, je pense qu'il manque de la communication entre l'agence, comment dire, l'AMF, l'agence des maires de France, l'agence nationale du sport, les ministères de sport, l'État, etc. Et souvent, en fait, les maires et les élus font des projets un petit peu au cas par cas. Parfait. Justement, ce concept-là d'espèce de table ronde, je veux le pérenniser, le faire le mois prochain avec chaque fois une thématique et les différents acteurs. Je pense que voilà, c'est un début de se dire posons-nous ensemble parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes avis, les mêmes constats. Et donc, il y a de quoi faire. Je ne vais pas te prendre beaucoup plus longtemps parce que l'amour n'attend pas. Je crois qu'il faut le facteur presse. Bon, on a encore 5 minutes, ça ne me dérange pas. Oui, t'inquiète. Hein, je suis bavard, comme tu le vois, je suis très bavard. Mais en effet, si tu arrives à, tu vois, pour la petite anecdote, il n'est pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai réagi à un post de Clément Beaune, qui est haut commissaire de l'État en charge d'envisager un petit peu la France de 2030, de 2040, etc. Et du coup, j'ai réagi à un post LinkedIn en disant ah ben, c'est un sujet intéressant, enfin c'est un sujet ô combien important, les piscines, parce qu'il avait fait un post sur l'histoire des piscines des années 70, etc. Et j'ai pu organiser une visio avec lui parce que je pense que ça peut être un des acteurs qui peut nous aider à optimiser finalement l'utilisation de l'énergie, quelque chose dans lequel j'essaie de
de réunir les différents acteurs, c'est notamment de pouvoir adosser un data center le plus proche possible d'une piscine. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, du cloud, etc. En fait, le cloud, c'est pas le nuage. Le cloud, c'est des fermes de serveurs qui sont extrêmement gourmandes en énergie, qui ont besoin d'être refroidis H24, 365 jours par an. Et une piscine, elle a besoin d'avoir de la chaleur pour chauffer les bassins et pour filtrer son air, etc. Et donc, il y a un véritable enjeu d'optimisation énergétique sur un territoire donné, à pouvoir, d'un côté, finalement, grâce au data center proche de la piscine, réchauffer l'eau de la piscine, et grâce au froid de la piscine, rafraîchir les data centers. Ça, tu vois, c'est typiquement un axe sur lequel j'essaie de faire bouger les choses, mais c'est quand même extrêmement compliqué. C'est très, comment on dit, quand c'est très administratif, tu vois, c'est très sectorisé comme secteur aussi, enfin, entre les opérateurs des data centers, etc. Donc, il y a un véritable enjeu finalement à optimiser cette énergie. Et l'enjeu de demain et dans les années qui viennent, c'est la gestion de l'eau. Parce que là, il y a un véritable enjeu. Cette année, on échappe presque sur certains territoires à un épisode de sécheresse et de restriction d'utilisation d'eau. Mais je pense que dans 10, 20 ans, 30 ans, l'enjeu de l'exploitation de l'eau, ce sera vraiment au cœur de l'actualité. Donc, essayons de nous préparer à cela et de nous y conditionner. Oui, on voit que Sandrine, qui est une mère rurale, qui abonde dans ton sens et qui propose de réfléchir, et c'est sûr que c'est important. Une dernière question, parce qu'il est 18 et que tes responsabilités t'appellent. Si tu avais un conseil à donner à un nageur adulte pour le sensibiliser ou pour l'aider à lutter contre la noyade, ça serait lequel? Je pense qu'on est toutes et tous des concitoyens. On se doit d'être vigilants les uns des autres parce que des fois, il suffit de quelques secondes d'inattention ou d'une simple vigilance pour réagir dans les quelques secondes qui peuvent changer des vies. Il faut savoir qu'à partir d'un moment où un enfant, un ado, un senior commence à avaler de l'eau, chaque minute qui passe, on a 20% de chances de moins de le récupérer. Et donc, que l'on soit en mer, en lac, en rivière, dans une piscine privée, chez des amis ou chez nous, parce qu'on a une piscine et qu'on fait un barbecue, etc., toujours avoir un œil sur ce qui se passe autour de nous. Donc, cet enjeu de vigilance, je pense que ça pourrait déjà éviter des drames, avant même, bien sûr, de passer à l'étape d'apprentissage de la natation, etc. Soyons toutes et tous vigilants. Ça peut être un ami, un frère, un cousin, une sœur, quelqu'un que l'on ne connaît pas, quelqu'un que l'on n'a jamais vu. Eh bien, il faut toujours être vigilant de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Je pense que si ce comportement concitoyen se développe, je pense qu'on peut éviter beaucoup de drames. Voilà. Voilà. J'aurais préféré que tu dises s'abonner à Swim Smart, mais ta réponse est bien plus pertinente, Ça, c'est en un, mais en deux, on s'abonne à Swim Smart. bien plus performante. Un grand merci Alain, je te retiens pas plus longtemps, c'est très gentil, tu n'as pas hésité à dire que tu allais être là malgré ton planning. C'est un grand plaisir, j'ai adoré te connaître il y a bientôt 7 ans pour les stages, c'était un plaisir de t'avoir. Tu étais mon objectif pour mon anniversaire de l'an 2, donc il va falloir que tu m'aides à trouver quel invité je pourrais avoir pour fêter mes 2 ans qui tombent fin du mois d'août. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. N'hésite pas, tu as mes coordonnées. Et bonjour à toutes et tous. Soyez prudents, soyez vigilants et abonnez-vous à Swim Smart. Je te remercie, allez, à très vite Alain, un grand À merci. bientôt. Merci Théo.